merci d'être là un dimanche matin de bonne heure. Je vais commencer par une très très courte présentation de Tolkien Deal qui anime cette table ronde avec Anne Besson. Si- oui. Euh, Simplement pour vous, voilà, pour vous présenter notre association qui est présente dans le stand des éditeurs là-bas. Nous sommes une association qui promeut l'œuvre de Tolkien dans la francophonie, en France en particulier, mais dans le monde francophone. Depuis mars 2003, nous sommes plus de 100 adhérents et donc nous avons un site, un forum, un Discord. Enfin voilà, nous sommes très présents sur les réseaux, mais nous publions aussi un magazine que vous pouvez venir voir sur notre stand. Et nous tenons des stands, comme sur ce festival ici à Hypermonde. Voilà, pardon. Hop. Je vais donc présenter rapidement les intervenants de cette table ronde. Nous avons Olivier, qui est membre de l'association, actif, responsable de la vie associative, un des responsables de la vie associative et lecteur de Tolkien depuis 35 ans. Anne Besson, qui est professeure des universités à l'université d'Artois, qui est spécialiste des cultures de l'imaginaire et de sa réception, et que vous connaissez tous, je pense. Simon, qui est responsable de la section essais et chercheur indépendant et spécialisé sur les cartes en particulier et d'autres sujets. Et Daniel, qui est un membre actif de Tolkien Deal et un amateur et animateur de jeux de société autour de la fantasy. Voilà. Et donc, nous allons commencer autour de la question des personnages qui se déplacent en Terre du Milieu, puisque vous connaissez tous le Hobbit, avec Bilbo qui se déplace à travers la Terre du Milieu, qui fait un long voyage jusqu'à Erebor, ou le Seigneur des Anneaux, où la compagnie, la fraternité se déplace à travers la Terre du Milieu. Donc, je voulais lancer la discussion autour de ces personnages, de ces voyages qui sont présents dans les œuvres majeures de Tolkien, le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, mais aussi le Silmarillion, pour ceux qui l'ont lu. Les personnages se déplacent, voyagent énormément. Donc, voilà, je vous propose de commencer autour de cette thématique des voyages des personnages à travers la Terre du Milieu. Oui, en fait, les personnages, ils vont nous permettre, le déplacement des personnages va nous permettre de découvrir le monde. On ne sait pas où est l'œuf et où est la poule. Est-ce que les personnages se déplacent pour nous permettre de traverser la carte qui ouvre les ouvrages? En tout cas pour le Seigneur des Anneaux, ou est-ce que le monde est construit pour les y faire se déplacer? Enfin, la question elle se pose pas puisque c'est pas comme ça que Tolkien y a pensé, mais c'est vraiment comme ça que ça marche. On commence par voir une carte et ensuite on va suivre des personnages qui vont nous permettre d'en découvrir une petite partie. Je pense qu'on reviendra là-dessus. Et c'est aussi, mais aussi on pourra y revenir, c'est aussi des voyages qui ont une dimension initiatique et qui sont une des illustrations les plus connues de ce qu'on appelle le voyage du héros, qui est une théorie de mythocritique que l'œuvre de Tolkien illustre très bien. Tu voulais parler du voyage initiatique, Olivier, je crois. Oui. Bon, pour aller faire rapidement, on sait tous que les personnages principaux qui nous emmènent, ce sont des hobbits. Et on sait que les 4 hobbits ont un voyage initiatique qui est assez marquant. Frodo emmène l'anneau jusqu'au Mordor. Merry et Pippin sont actifs de la Terre du Milieu puisque réveillent Fangorn et attaquent Isengard. Et puis on a Sam qui se révèle comme un vrai héros. Il part de jardinier, il finit héros de la quête de l'anneau, et il finit maire du comté, quoi. Donc c'est quand même des personnages qui progressent dans les 6 mois de voyage qu'ils ont eu. Et on voit du début à la fin, c'est plus du tout les mêmes personnages. Et c'est quand même très intéressant de cette quête évolutive, surtout sur ces petits hobbits, qui sont des gens, c'est un peu méchant, mais des petites gens qui sont pas, et pas par le jeu de mots, mais on a quand même un jardinier, un rentier et 2 petits bourgeois qui sont pas prêts à faire ces voyages aussi loin. Ils voyagent quand même sur toute la Terre du Milieu, du nord jusqu'au sud. Et ils viennent d'un coin reculé, ils connaissent pas le reste du monde, et voilà, ils vont le découvrir et nous faire le découvrir. Et effectivement, bah, ça les fait grandir. Littéralement. Surtout pour 2. Surtout pour 2.
Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les protagonistes, en fait, ils cheminent pas mal, donc à cheval, à pied. Font du chemin. Ouais, c'est ça exactement, parce qu'en fait, on se rend pas forcément compte, mais la carte de la Terre du Milieu, ouais, en fait, elle occupe un espace qui est l'équivalent de l'Europe. Donc grosso modo, vous avez le comté, donc c'est Oxford. On va dire, donc Tolkien s'exprimait là-dessus. Il a dit que c'était la latitude d'Oxford. Et puis vous avez le Mordor globalement qui se trouve, de tête, c'est en Bulgarie, quelque chose comme ça. Donc le Gondor, ça va être l'Italie. Donc ça veut dire qu'ils font quand même un sacré chemin. Oui, vas-y, mais juste, c'est pour ça que j'étais remontée là-dessus, quand même, quand on parlait des petits hobbits qui se promènent, je voulais en profiter pour mentionner un ouvrage de Jean-Rodolphe Turlin qui propose des randonnées en comté. Et l'ouvrage s'appelle Promenade au pays des hobbits et qui correspond tout à fait à cette idée de ces petits personnages qui sont dans leur coin de la Terre du Milieu et qui ensuite en sortent. Voilà. Oui, puis là, il y a l'idée aussi qu'on peut effectivement, c'est ce que c'est à comparer, qu'on peut vraiment suivre les personnages, c'est-à-dire qu'on est avec les personnages, on chemine avec eux, on est dans leurs pieds, quoi. Et tous les chemins du comté peuvent quasiment être cartographiés, pensés. Le monde est tellement bien conçu, tellement bien décrit que on peut vraiment le traverser à hauteur de hobbits ou d'humains ou d'elfes. Oui, pour compléter ce que disait Olivier sur le voyage initiatique, donc effectivement, nos personnages hobbits sont confrontés au fur et à mesure à tellement de défis, à tellement de quêtes extraordinaires et de plus en plus extraordinaires dans leur cheminement en terre du milieu, ils sont amenés à se dépasser constamment. Et finalement, ça transforme totalement ces personnages. Et donc, en cela, ils passent en quelque sorte à l'âge adulte et ils se transforment totalement. Et en cela, c'est effectivement la définition du voyage initiatique avec la réalisation de quêtes et en voyageant en terre du milieu avec tous les nouveaux personnages, enfin tous les autres personnages plus ou moins puissants et extraordinaires qu'ils rencontrent. Le voyage du héros dont je parlais tout à l'heure, c'est là une théorie de Joseph Campbell qui l'a mis par écrit dans son livre le héros aux mille et un visages qui est sorti en 1949, alors qui par ailleurs est tout à fait contestable scientifiquement, mais qui est très suggestive d'un point de vue mythique, et donc ça décrit comment dans une série de mythes un peu partout dans le monde que Campbell a collecté, il voit une seule et même histoire où un héros quitte son monde ordinaire pour entrer dans un monde de merveilles et de dangers. Donc c'est vraiment les hobbits franchissant petit à petit les limites du comté pour partir justement sur ces terres beaucoup plus dangereuses. Une étape essentielle du livre du monomythe de Campbell comme du voyage initiatique, c'est la mort symbolique, le passage par une presque mort, et ça bien sûr c'est le moment où Frodo est piqué par Arachné, et où il semble mort aux yeux de tous, et c'est pour ça que ils grandissent, ils mûrissent, ils renaissent littéralement, enfin pas littéralement, mais symboliquement justement. Ce ne sont plus les mêmes, ils meurent à une première identité pour advenir à une nouvelle, et le monomythe se termine par le retour du héros dans son monde d'origine, chargé d'éléments magiques qui vont restaurer la prospérité. Donc là encore, on a avec ce retour, ce que Tolkien raconte les retours dans ses différentes œuvres, ce qui est pas courant, voilà, ça pourrait se finir sur ils ont réussi la quête principale, mais non, on a ce moment du retour qui est décrit et qui colle tout à fait donc avec cette structure du monomythe initiatique. Donc tu parlais de la mort avec le Frodon qui est piqué par Arachné, mais même les plus puissants, même Gandalf, qui est au départ est Gandalf le Gris, eh bien il est quasiment en combat en force égale avec le Balrog dans la Moria, et donc il est un petit peu KO à la fin.
Et donc là, on voit, bon, dans l'interprétation de Jackson, on voit qu'il a l'air de voyager dans une autre dimension, puis en fait, il renaît après sa chute. Il est KO, mais il est peut-être pas complètement mort, et il renaît et il devient Gandalf le Blanc un petit peu plus tard. Donc lui aussi, il est transformé, Gandalf. Il est concerné par ce voyage initiatique, du coup. Et on peut aussi voir qu'il y a quand même très peu de morts chez Tolkien. Il y a Gandalf qui meurt et ressuscite, ramené par les Valar. On a à la fin du Hobbit Thorin et Fili et Kili. Ce sont les vrais seuls morts du Hobbit. Et, Il y a quand même Denethor. oui, mais je parlais, Ah, d'accord. les compagnons. Enfin, Ah, les compagnons. Ok. et puis, Oui. oui, et puis Boromir qui, lui, chute parce qu'il veut l'anneau et qu'il devient fou. Et il y a quand même pas beaucoup de morts, alors que on l'a vu qu'après, par exemple, avec Game of Thrones, où ça décanille à tire-larigot, alors que chez Tolkien, il y a très peu de morts, mais elles sont quand même très impactantes. Parce que Gandalf, moi, m'a fait Gandalf meurt en Moria, j'ai reposé le livre. J'ai dit, ils n'y arriveront jamais. J'étais à ça du livre, il y avait ça de livre, j'ai fait, non, bon, vas-y, reprends-le, parce que quand même, tu sais qu'il y a autre chose. Mais la puissance de la mort de Gandalf m'a fait arrêter le livre. Ce qui est quand même fou. C'est-à-dire que le personnage était aussi impactant, alors qu'on sait que le voyage dure bien plus longtemps. Si on reprend sur la question du fait que les personnages permettent de voir une toute petite partie de la Terre du Milieu, je trouve que ça rejoint la question de la carte, ça rejoint la question, donc si on reprend sur la thématique des voyages évidemment, c'est le fait qu'on voit la Terre du Milieu à travers les regards de certains personnages, donc à travers leur trajectoire sur ces cartes, et du coup ça pose la question de l'univers tout entier et de tout ce qui existe autour de ces personnages. Donc, je ne sais pas si vous voulez compléter là-dessus, soit sur les cartes qui existent en dehors de ces voyages, qui nous sont racontés, ou sur la question de l'univers étendu qui existe et qui, du coup, a mené beaucoup de choses derrière Tolkien. En gros, en fait, la Terre du Milieu, c'est le passé de la Terre. Donc, en fait, actuellement, on est au 7e âge de la Terre du Milieu. Donc, la Terre du Milieu, c'est enfin les événements qui s'y déroulent dans le Seigneur des Anneaux, ça va être le troisième âge. Voilà. Et donc, en fait, Tolkien a imaginé en fait, c'est ce qu'il appelle l'ouest de la Terre du Milieu, parce que finalement, ce que vous voyez ici sur la carte, c'est juste une portion de la Terre du Milieu. Il y a en fait des cartes qui ont été publiées par son fils Christopher, en fait, qui montrent d'autres portions du globe, mais essentiellement, en fait, c'est le globe imaginé par Tolkien, c'est finalement, il ressemble beaucoup à notre globe, avec quelques petites différences ici et là. Et puis, en fait, se poser la question de Aman. Donc, comme vous savez, Aman, c'est le continent situé en fait bien à l'ouest, dans lequel habitent les elfes et les Valar. Et donc, dans cette géographie imaginaire, se pose la question, finalement, est-ce que Aman, c'est l'Amérique? Et donc là, Tolkien botte un peu en touche. Mais en tout cas, voilà, on a quand même une Terre du Milieu qui est bien située sur notre globe. Oui, alors c'est pas du tout. J'enchaîne. Donc elle est située sur notre globe, mais en fait elle nous emmène complètement ailleurs en même temps. Hein. On peut effectivement. Enfin, c'est ce que Tolkien a dit, que c'était un passé de notre terre. Maintenant, on voit bien que ça n'y ressemble pas directement. Ça porte d'autres symboliques. Et Tolkien, c'est vraiment un moment très très important, très décisif dans l'histoire de la carte imaginaire, de la carte dans des livres. En fait, il y en a assez peu des cartes dans les livres. Il y aura bientôt une belle exposition à la BNF sur les cartes imaginaires et l'imaginaire des cartes. Mais donc les premières cartes imaginaires, ce sont des représentations du monde. Elles ne viennent pas illustrer des fictions.
Et puis les premières cartes qu'on a, c'est des cartes qui sont petites, peu détaillées, comme celle de l'île d'Utopie, peut-être que vous la voyez, ou qui sont très allégoriques, comme la carte du Tendre, qui représente une espèce de parcours de voyage amoureux dans un ouvrage de Mademoiselle de Scudéry du XVIIe siècle. C'est les quelques cartes qu'on a. Et dans les romans d'aventure, dans l'île au trésor, par exemple, c'est des cartes qui sont fonctionnelles. C'est la carte au trésor. Il va falloir suivre le personnage et puis vraiment il y a la croix à l'endroit où il y a le trésor et donc ça sert directement la narration. Cette carte-là, c'est autre chose. Et c'est déjà plus la même chose entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Dans le Hobbit, si vous vous rappelez, la carte, elle est à l'intérieur du livre. Elle arrive, on dit qu'elle est intradiégétique, elle sert aux personnages au moment où ils en ont besoin. On dit, voilà, on va sortir la carte de Tror, on va regarder ce qu'on nous a donné comme indice, et là, la carte apparaît dans l'ouvrage. La carte du Seigneur des Anneaux, c'est pas la même chose. Elle est en ouverture du livre, elle est à l'extérieur du livre. Elle nous donne à penser qu'il y a un monde qui est pas seulement dans le livre, qui est à l'extérieur, qui est plus grand, et le fait aussi que cette carte déborde à tel point le seul trajet qui a lieu, puisque voilà je sais pas, il faudrait refaire le trajet, mais vous le connaissez, voilà. Il ne passe que par une petite partie de la carte. Et ben ça nous permet d'imaginer tout ce qu'il y a à l'extérieur. D'abord tous les pays, tous les passages, tous les endroits qui n'ont pas traversé, et puis tout ce blanc qu'il y a un peu partout autour de la carte, ces limites qu'on ne voit pas, et c'est vraiment une espèce d'appel hyper puissant pour l'imaginaire. Et c'est cet impact incroyable de la carte qui explique que ce soit devenu un marqueur du genre par la suite. Tous les auteurs de fantasy qui étaient inspirés par Tolkien, aussi parce que ça sert pour les jeux de rôle quand on a besoin de se promener dans un monde. Voilà, il faut le cartographier, il faut commencer par le cartographier pour savoir où on va. Mais voilà, c'était vraiment appelé à un héritage extrêmement pérenne, cette idée d'une carte, d'un monde imaginé qui repose sur une cartographie et une généalogie, une histoire, etc. Tout le reste, mais voilà, la carte initiale, c'est vraiment un moment très décisif dans l'histoire de l'imaginaire. Oui, c'est ça. Alors, au niveau des continuateurs, quand même, j'ai mis dans le petit, dans les transparents, en fait, j'ai mis, comment dire, une carte de jeu de rôle, en fait, qui a fait date, puisque, en fait, c'est la carte de Peter Fenlon. Donc, je l'ai mise quelque part. Et du coup, en fait, donc, Peter Fenlon, il a fait une carte extrêmement, on va dire, étendue. Voilà. Donc là, vous avez c'est une partie du comté avec la vieille forêt. En fait, vous voyez déjà le niveau de détail qu'il a su donner à sa carte, mais en fait, ça, c'est une petite partie d'une carte plus grande. Tiens, Laura, si tu veux passer... Voilà, exactement. Donc, vous voyez qu'en dézoomant, on se rend compte vraiment du niveau de détail assez impressionnant de cette carte, et on peut encore s'éloigner. Voilà. Donc là, vous avez la totalité du... C'est dans quel jeu, Simon ? C'est le jeu de rôle de la Terre du Milieu. Quelle édition ? C'était première et deuxième édition. Enfin, oui, c'est paru dans les années. Oui, parce que ouais, c'est paru dans les années 80, exactement. 80-90. Voilà. Donc c'est JRTM alors. C'est ça, c'est JRTM, exactement. Oui, tout à fait. Et en fait, parfois, vous voyez des modèles 3D de la Terre du Milieu, enfin extrêmement précis, et souvent, ils viennent de cette carte-là. Hein. Donc ça, faut le dire. En fait, il y a eu il y a des gens qui ont continué le travail de Peter Fenlon. C'est ça qui est impressionnant, c'est que finalement, les gens se refilent les cartes comme ça. C'est assez fou. Le voyage continue. Oui. Wow. Et le jeu de rôle a été aussi un gros marqueur pour voyager en Terre du Milieu, puisque on connaît les voyages du comté jusqu'à Erebor, on connaît le voyage du comté jusqu'au Mordor et l'aller-retour, mais on ne connaît pas toutes les autres zones. On entend parler un peu de Tarbad, de la Voie du Sud, on entend parler vraiment du sud du Gondor, parce que les bateaux viennent de là. On entend parler aussi de la mer de Rune, qui est tout à l'extrême droite, un petit peu du Dorwinion, parce qu'on y a les vins du Dorwinion, mais on n'en connaît pas plus que ça.
Et ça appelle au voyage parce qu'on se dit, mon Dieu, une région avec une mer intérieure, la mer de Nurnen en Mordor, qui est une mer intérieure. Vous dites, mais une mer intérieure, c'est vaste quand même. Pareil pour le Nurnen, pour le Rhône, pour le Dordogne, vous dites, mais il y a des vignes, mais jusqu'à quand? Et vous êtes dans un pays de vignes, donc vous savez que les vignes peuvent être à perte de vue. Mais on ne connaît pas. Pareil, la cité perdue de Tarbad qui est en ruine. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pareil pour le mini Arias, qui est vraiment là où on construisait les bateaux pour le second âge. Voilà, toutes ces zones qui sont à peine détaillées, moi j'ai envie d'y aller. J'ai envie de m'y impliquer. J'ai envie de découvrir ce qu'il y a. Et le jeu de rôle a aidé pour ça. Parce que les créateurs des jeux de rôle écrivaient, faisaient du proto-Tolkien, décrivaient des choses qui n'existent pas, mais c'est là, et vous faites travailler votre imagination. J'ai voyagé en Terre du Milieu à l'époque de JRTM, j'ai visité Tarbad, c'était bien. J'ai envie de retourner, je vais y retourner, et voilà. C'est quand même un monde qui a été créé de toutes pièces, qui a vieilli. On sait que le monde a vieilli, et là, on peut le parcourir de différentes manières. Et je pense que c'est le plus gros point de Tolkien. Et moi, dans ces cartes que Tolkien a créées pour ses œuvres, hein, que ce soit pour le Silmarillion ou que ce soit pour le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux, et également dans l'ensemble, et ce qui a ensuite percolé sur l'ensemble des œuvres de fantasy, je trouve, ou en tout cas dans les autres œuvres de fantasy qui utilisent les cartes. Je pense que c'est Tolkien qui est un petit peu à la base de cela, qui a fait se perpétuer la mode entre guillemets de la cartographie, que ce soit dans les jeux de rôle fantasy ou dans d'autres romans de fantasy. Eh bien, ce que je trouve qui est assez sympathique, c'est tout le symbolisme dans ces cartes, tous les petits pictogrammes, tous les petits symboles qui aident finalement, eh bien, le lecteur à s'immerger dans ce monde et à s'évader complètement du réel. Donc, on a, par exemple, pour les montagnes, des petits triangles, pour les marécages, on a des petites herbes, pour les collines, on a des douces rondeurs, enfin, etc. Et donc, moi, j'apprécie beaucoup tout ça. C'est très différent des cartes scientifiques et techniques de l'Institut géographique national. Et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose qui nous fait rêver. C'est de l'onirisme. C'est assez onirique, cette dimension-là. Et qui nous fait nous immerger, nous évader vraiment du monde réel. Et effectivement, pour prolonger ce que disait Olivier, tout ce qui est blanc, tous les trous dans ces cartes de la Terre du Milieu, eh bien, c'est autant de portes ouvertes pour des nouveaux créateurs, pour des joueurs, etc., pour créer de nouvelles aventures finalement, et même peut-être enrichir ces cartes à la base et créer peut-être de nouvelles topographies dans ces espaces blancs qui sont laissés blancs dans cette carte de la Terre du Milieu, par exemple. C'est un peu ce que les Anneaux de pouvoir, la nouvelle série, complètement a souhaité faire. Je lance cette thématique très débattue, les Anneaux de pouvoir qui ont donc série créée à partir du rachat d'une partie des annexes du Seigneur des Anneaux. On voit bien que les créateurs ont eu envie de nous donner accès justement à des parties du monde que qui jusqu'alors n'avaient pas été représentés chez Jackson en particulier. Alors l'exemple le plus frappant c'est Numénor, mais là on part vers l'est, on nous annonce une découverte de justement de ces zones mystérieuses et magiques du grand est de la Terre du Milieu, et voilà, c'est clairement il joue là-dessus à la fois sur des choses qui n'avaient pas encore été racontées parce qu'elles étaient en amont du Seigneur des Anneaux, mais surtout aussi sur des nouveaux lieux à découvrir, et c'est comme ça que la série elle a été pitchée aux responsables d'Amazon pour le prix incroyable qui a été qui leur a été octroyé. C'était voilà, vous avez vu ce petit bout du monde de Tolkien, nous on va vous donner
C'est vraiment un effet de dézoom sur la carte comme celle qu'on a vue. C'est exactement cette histoire de la réception de Tolkien par le jeu de rôle et par ses fans. Enfin, voilà, cette volonté de continuer à explorer, comme Olivier le disait, d'aller visiter les différentes zones qui est à l'origine, qui justifie cette nouvelle très grosse production. Bon, et alors qui du coup voilà fixe aussi un peu petit à petit enlève ces zones blanches qui sont si importantes dans la création de Tolkien et dont Tolkien lui-même disait qu'elles étaient extrêmement importantes, que l'impression qu'il voulait créer c'était celle de voir une île, enfin qu'il fallait toujours garder alors là, une profondeur temporelle et quelque chose d'inaccessible, comme si on regarde une île au loin et qui reste inaccessible. Donc il avait vraiment conscience de l'importance de garder ces espèces d'appels d'air. Et voilà, ce qu'on peut craindre, c'est qu'à force de repasser par de sarcler la terre du milieu, on finisse un petit peu par en effacer trop de blanc. Et à l'opposé, toutes les parties qui sont au contraire très détaillées, et là, c'est une aide précieuse pour le lecteur, pour le voyageur, pour qu'il s'y retrouve dans le suivi du parcours des personnages. Et ça, c'est très important quand on lit Le Seigneur des Anneaux ou même Le Hobbit, de savoir où en sont les personnages sur la carte. Et donc, effectivement, Tolkien s'est attaché à bien préciser certaines parties de la carte, à mettre beaucoup d'informations pour qu'on s'y retrouve. C'est vrai que Numénor est un point important parce que on l'entend beaucoup parler dans Le Seigneur, parce que Aragorn en parle forcément, mais on ne l'avait jamais vu avant. Et Tolkien l'a beaucoup détaillé dans le Silmarillion. Et au moins, on a une nouvelle vision. Et c'est bon, là, on n'en est jamais qu'à la saison 2, la 3 est en cours, mais là, on va encore on va en apprendre encore plus sur Numénor. Parce que là, on n'en est qu'au début de la vie de l'île, même si l'île est déjà vieille, parce qu'elle a plus de 2000 ans au moment où commence globalement la série. Mais là, on va en apprendre encore plus et on va avoir plus de lutte politique, plus de lutte tout court. Donc, vraiment, l'imaginaire, là aussi, on va voyager beaucoup, beaucoup plus. Et en plus, on va faire des allers-retours en terre du milieu, donc ça va être encore mieux. Je vais dire beaucoup trop d'allers-retours, mais c'est personnel. Bon, les bateaux vont vraiment très, très vite. Et les chevaux aussi, mais ça, c'est un autre point. Si on revient sur la notion des cartes et les origines et les origines de ces cartes, parce que Anne, tu parlais tout à l'heure du fait qu'il y avait assez peu de cartes jusqu'à Tolkien. Je sais que Simon a travaillé sur d'autres cartes de fantasy qui précèdent Tolkien. Il y en a quand même eu un petit peu avant. Il y en a beaucoup eu après. On a parlé de JRTM, même dans la fantasy depuis Tolkien, les cartes sont extrêmement importantes. Est-ce que vous pensez que ça a vous collectivement, est-ce que vous pensez que ça a aussi influencé, a posteriori, j'ai envie de dire oui, mais vous allez me dire, sur le jeu vidéo, particulièrement les jeux vidéo à monde ouvert, sur les jeux de rôle, mais les jeux de société aussi, qui du coup sont ces grands plateaux qui avaient déjà des petites cases, hein, les petits chevaux avaient déjà des cases, mais du coup de retrouver des jeux de plateau maintenant avec ces grandes cartes, etc. Est-ce que tout ça va ensemble finalement? Alors, j'avais juste là une petite information, c'est que donc il y a, je me souviens dans un article, en fait, il y a une personne qui est allée en fait dans une librairie compter le nombre de cartes de fantasy qu'il y avait dans les bouquins. C'est vrai, la personne a fouillé dans tous les livres de fantasy de la librairie, et donc je crois que la statistique, si je me rappelle bien, c'est environ 30% des livres de fantasy possèdent une carte, donc c'est vraiment pas négligeable. C'est vraiment, la carte est devenue finalement un trope de la fantasy moderne, enfin contemporaine, quoi. Il faut, dans un livre de fantasy, quand vous l'ouvrez, vous voulez une carte, vous avez envie d'une carte. Voilà. Et quand il n'y en a pas, ça nous manque. Parce que justement, comme le disait Daniel, ça nous aide à suivre le personnage. Et quand les rares auteurs qui... Alors, c'est un marqueur d'un type de fantaisie précis. C'est pour ça que c'est que dans 30%. C'est parce que si vous faites de la fantaisie urbaine, à de rares exceptions près, vous n'allez pas mettre de cartes. Mais si vous faites de la fantasy médiévaliste, épique, de la high fantasy, à la Tolkien, avec un monde secondaire, et ben là,
la carte est nécessaire vu que on entre dans un monde qu'on connaît pas et on va suivre des personnages sur des chemins qu'on connaît pas. Donc c'est vraiment une aide au lecteur absolument nécessaire. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui, 30%. Oui, c'est ça, je pense. Attends, je vais rebondir, Non, il y avait comme un ça autre truc, mais je vais rebondir comme ça, tu vas pouvoir voir. Effectivement, pour tout ce qui est jeux vidéo, alors jeux de rôle obligatoire parce que de toute façon, il faut fixer les lieux pour que vous puissiez emmener vos joueurs ou même vous jouer dans les lieux, des points de vie, d'aventure, ça c'est obligatoire. Et puis dans les jeux vidéo aussi, vous ne savez pas où vous êtes. Si vous êtes un jeu à monde ouvert, il faut savoir où vous êtes. Si vous allez apprendre la quête à gauche ou la quête à droite, ah mais la quête à droite est bien beaucoup plus loin. Bon, on va prendre celle de gauche, elle est plus près. Comme ça, vous pouvez voir et puis vous dites, oh allez, un petit point de repos, il y a une auberge là, on va pouvoir se reposer. Donc oui, la carte, c'est des zones classiques, mais la carte est importante parce que vous dites, bon, j'ai pas envie de jouer beaucoup, allez, on va faire un petit truc et on va s'arrêter. Donc c'est un marqueur important de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, à quel moment, et la durée et la distance que vous pouvez parcourir pour voyager et vivre vos aventures. alors j'ai retrouvé. C'était quand il n'y a pas de carte, ça envoie un contre-signal. C'est-à-dire que comme on s'y attend tellement, eh bien c'est étonnant. C'est c'est une contre-proposition. Et un cas très marquant pour ça, c'est Jean-Philippe Jaworski. Dans son Vieux Royaume, et à plus forte raison dans sa dernière trilogie, où on suit vraiment, alors là, pas à pas, on a cette espèce d'énorme passage sur le fleuve, où on nous décrit le départ de sa source et ses moindres méandres, etc. Et plein de noms, plein de toponymes partent. Et il n'y a pas de carte. Alors que vraiment, on voudrait pouvoir suivre sur la carte. Alors, à la limite, on a tellement d'éléments qu'on peut la faire soi-même, la carte. Il y a une espèce d'appel à la carte. Donc c'est un effet que je trouve très réussi chez lui. Une autre manière de faire du blanc. Un autre appel d'air via la carte. Et en fait, ce que tu disais, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une grosse partie de la culture populaire contemporaine, et en partie ludique, qui vient de cet appel d'air, c'est-à-dire de ce désir qu'on a eu tous quand on a lu Tolkien, de continuer à marcher en terre du milieu. Après avoir lu Le Seigneur des Anneaux, plein de gens, en particulier à partir de la deuxième moitié des années 60, parce que c'est le moment où ça explose aux États-Unis, et ben les gens qui l'ont lu ont commencé à écrire leurs propres histoires et ils ont commencé à créer les premiers jeux de rôle. Le Donjons et Dragons, première édition en 74, mais en fait, il y a quelques années avant où ils commencent à le mettre en place. Et à partir des jeux de rôle papier, vont se développer assez rapidement, dans la dizaine d'années qui suit, avec les progrès technologiques qui le permettent, les premiers jeux vidéo, qui sont également vraiment directement inspirés par cette même culture fantasy qui est complètement partagée par les ingénieurs, les geeks de l'époque. Donc vraiment tout ça, les premiers jeux vidéo naissent de cette même passion pour Tolkien. Et c'est pas un hasard si le jeu vidéo est aujourd'hui à ce point dominé par le genre fantasy et effectivement par cette même histoire qui consiste à suivre un héros dans une série d'épreuves qui l'amène aux quatre coins d'un monde secondaire, à découvrir toutes les tribus qui y vivent. Là, j'ai Zelda en tête, mais voilà, ou à affronter tous les dragons qu'il faut éliminer. Mais ouais, je pense que on s'en éloigne bien sûr, mais le point d'origine, c'est explorer la Terre du Milieu. Ouais, ça me fait penser que, en fait, virtuellement, moi j'avais une bonne sensation justement d'exploration. C'était dans le MMORPG qui s'appelle The Lord of the Rings Online. Voilà. Et en fait, j'étais assez étonné que même aujourd'hui, en fait, les jeunes, en fait, ou certaines personnes adorent encore ce jeu qui est pourtant sorti il y a très très longtemps. Et donc c'est vrai que très très longtemps. Bon, à l'échelle moi je fais deux. Voilà. Quoi, 2015 Non, c'est 2003, 2004. Ouais, c'est ça. Ça a 20 ans. Ça a 20 ans. Ok, en fait, ils ont surfé sur World of Warcraft. Ils ont surfé sur Warcraft et la trilogie pour se dire, mais de toute façon. D'accord, mais je pensais que c'était bien. Ah non, en fait, là, l'avantage, c'est que tu surfes sur WoW, qui a un impact mondial. Tu surfes sur les films et tu te dis, mais
on a déjà le visuel, c'est pas dur. On a déjà toutes les descriptions, c'est juste après, il faut juste le coder. Et donc tu peux lancer, puis ça continue. Oui, du coup, alors moi je me rappelle, ce qui m'a le plus marqué, c'est ça, c'est d'être en comté, puis de cheminer. En fait, comme c'est un jeu de rôle en fait c'est un jeu vidéo dans lequel les paysages sont très très vastes. Finalement, ils ont réussi à retranscrire cet effet de grandeur. Et alors du coup, on se déplace voilà, longtemps. Il faut marcher longtemps pour atteindre certains points de la carte. Donc c'était assez sympa. Les musiques sont très très belles aussi. Donc je pense que il y a ça aussi qui fait que c'est une belle expérience de jeu. Du coup, enfin, je me permets de reprendre là-dessus parce que, en fait, un élément qui est intéressant, c'est le fait que, donc, du coup, on aime voyager en terre du milieu, on aime aller se promener en terre du milieu, comme les personnages le font finalement dans les récits. Et quelque part, systématiquement, ça me fait penser au fait que Tolkien lui-même, qui est l'auteur qui nous fait voyager, lui-même avait voyagé si peu. Et je trouve que c'est d'un point de vue, enfin, biographique, voilà, enfin, c'est intéressant de voir cet auteur qui lui-même voyageait assez peu, nous créer tout cet univers. Et du coup, ça rejoint donc la question des cartes, mais aussi la question des inspirations du coup de Tolkien, puisqu'on sait que pour créer son monde, il s'est malgré tout inspiré de choses qu'il avait vécues. Et ce sont ces quelques rares voyages qu'il a faits qui l'ont particulièrement marqué, qui lui ont permis de créer la Terre du Milieu. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, il y a un extrait qui m'avait marqué dans Le Hobbit. Et c'est en lien aussi avec une dimension un peu poétique du voyage que l'on retrouve assez régulièrement, que ce soit dans Le Hobbit ou dans Le Seigneur des Anneaux. Et effectivement, c'est en lien avec un des voyages de Tolkien. Et effectivement, dans Le Hobbit, dans le passage sur et sous la colline, donc on a les 13 nains accompagnés de Bilbo et de Gandalf qui font route vers le mont Solitaire à partir du comté et ils doivent traverser les montagnes de brume. Et donc il y a un passage poétique où ils se font prendre par un orage. Ils sont surpris par un orage et donc je vais vous le citer. Ils cheminèrent sans encombre jusqu'au jour où se présenta un orage. Plus qu'un orage, un combat d'orage. Deux tempêtes grondent à l'est et à l'ouest et se font la guerre. En regardant au dehors à la faveur des éclairs, il vit que, de l'autre côté de la vallée, les géants de pierre étaient sortis et jouaient à se lancer des rochers, qu'ils attrapaient puis jetaient dans les ténèbres. Et là, je trouve que Tolkien utilise aussi donc des images pour personnifier la montagne. Et donc, il y a ce côté très poétique qui ressort. La montagne et donc, il lui donne une vie. Et il faut rappeler que Tolkien avait vécu, donc, grâce à un de ses voyages en Suisse, une randonnée en montagne mémorable quand il était jeune. Donc, elle était 1911, en août 1911. Et il avait failli mourir puisqu'il y avait eu des chutes de pierre qui avaient dégringolé devant lui. Et également, il avait aussi vécu un violent orage. Et son groupe de randonneurs et lui avaient dû se réfugier dans un abri in extremis. Je vous ai mis du coup les illustrations derrière. Donc vous avez une photo de la vallée, d'une des vallées qu'ils ont traversées pendant la randonnée que le groupe a traversée en 1911. Donc c'est un extrait des Mondes de Tolkien, qui est un ouvrage de John Garth, qui est un ouvrage qui est entièrement consacré à cette question des lieux réels ayant inspiré la fiction chez Tolkien. Et à droite, on voit une illustration donc, de Fan de Val, / Imladris ou Foncombe dans la traduction de Francis Ledoux. Et donc, on voit vraiment, visuellement, on voit cette filiation entre le lieu réel et l'imaginaire qu'il a déclenché. Oui, là, en particulier, c'est la vallée de Lauterbrunnen, donc en Suisse. Et quand on regarde cette vallée, effectivement, vers les pics au loin, eh bien, c'est la vallée de Rivendell, donc là où séjourne Elrond, avec donc les montagnes de brume au fond vers l'est. Donc c'est une vision vers l'est à partir de Rivendell. Dans les voyages dans les paysages qui ont aussi inspiré Tolkien, même si c'est pas des très belles inspirations, c'est le Marais Mort qui, pour moi, recoupe vraiment son voyage en Somme et la Première Guerre mondiale, où on voit vraiment
Oui, en somme, bon, dans la somme. On imagine quand la description, quand ils arrivent tous les 3 avec Gollum, enfin Frodo et Sam, heu, qu'ils voient ces visages morts dans l'eau, toujours beaux en plus. Heu, enfin j'ai vraiment l'impression de ces guerriers qui se sont battus, quelques siècles avant. Je pense que ça forcément ça l'a influencé. Mais il a réussi à faire quelque chose de poétique, d'un moment quand même très, très, très marquant et très, très tragique. Et c'est une des pour moi, c'est un des passages les plus troublants du Seigneur des Anneaux parce que c'est un voyage, mais dans son propre vécu. Et ce passage me touche toujours autant quand je le relis. Parce que voilà, on sent que c'est lui qui parle et c'est pas ses personnages. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Ouais, puis c'est vraiment, enfin, c'est une figuration du traumatisme en fait. T'as des trucs qui sont dans le fond, enfin voilà, les morts qui sont qui remontent à la surface. Voilà, il y a une espèce de figuration de la profondeur. Ouais, c'est un passage qui est poétiquement très fort parce qu'il est à la fois appuyé, et c'est vrai pour tous les personnages, pour tous les paysages de Tolkien, il est à la fois appuyé sur des souvenirs réels, hein, les arbres qu'il aimait, la campagne anglaise, etc. Et en même temps sur une histoire de la symbolique des lieux, des forêts par exemple, les forêts médiévales, là effectivement le marais qui parle toujours des profondeurs de l'inconscient, la montagne qui est toujours des figures de dépassement, ce grand imaginaire des lieux, il le retravaille, il le repasse au filtre de sa singularité d'écrivain, et c'est cet ensemble des deux, ce vécu et cette culture, cette érudition qu'il a, qui lui permet de créer ces paysages si frappants. Je rajouterais en plus de ce qu'il a vécu dans la réalité, puisqu'effectivement les marais morts et ces visages qui remontent à la surface des marais, c'est bien issu effectivement de ce qu'il a vécu pendant la Première Guerre mondiale, lorsqu'il était en poste dans la Somme et qu'il y avait tous ces soldats morts dans la boue et dans l'eau suite à des inondations aussi terribles qu'il y avait eu dans la Somme, là où il était à ce moment-là. on peut aussi pour les paysages, marquants, mais pas du bon côté, on peut aussi penser à Birmingham, la ville industrielle, du nord de l'Angleterre qui lui a fait figurer, fait C'est la définir diapo d'après, je crois. Isengard, heu, Encore après, oui. qui lui a fait découvrir, enfin qui lui a fait amener Isengard quand Saruman, produit des orques et produit, tout son arsenal de guerre. Ce côté fumant, très industriel, très sombre, très, très gris. Enfin, c'est vraiment Birmingham Isengard. où il a déménagé Oui. avec sa famille. Du coup, j'étais quand même remontée parce que on parlait des paysages pas très réjouissants. Donc du coup, j'étais remontée sur une vision plus bucolique de la clairière où il a vu sa femme danser, et qui l'a inspiré pour la scène de la rencontre de Beren et Luthien. Donc, j'étais remontée sur ça pour repartir sur quelque chose d'un peu plus voilà, po- positif, je ne sais pas. Beau, juste beau. Ou beau, voilà. Mais justement, je trouve intéressant parce que du coup, tout à l'heure, Anne, tu réagissais à ce que disait Simon sur le fait que on pouvait dire que le sud du Gondor ou le Mordor, c'était vers la Bulgarie, que telle zone de la carte, ça représentait l'Europe, etc. Et tu as réagi en disant oui, mais du coup, c'est aussi complètement imaginaire. Et je trouve que c'est hyper intéressant chez Tolkien de voir que les deux, finalement, les deux interprétations, les deux lectures sont possibles. Finalement, on peut très bien faire comme Tolkien le disait, dire oui, mais ça, c'est inspiré de ça s'inspire de ça, ou de sa vie. Et à l'opposé, on peut dire, bah, c'est un imaginaire absolu, on part vraiment sur complètement autre chose que nous, on veut y voir, et les voyages que nous, on veut faire. Donc on a parlé des 2, mais c'est intéressant de voir que les 2 sont possibles chez Tolkien. Et d'ailleurs, dans la Terre du Milieu, il y a aussi une prédominance, enfin une grande importance qui est consacrée aux forêts. Donc, je ne sais pas exactement combien de pourcentage de la surface de la Terre du Milieu est occupée par les forêts, mais ça occupe vraiment pas mal de zones, de régions. Eh bien, il y a une explication, c'est que Tolkien était un grand amoureux des arbres, et donc c'était un grand écologiste avant l'heure, selon moi. Et donc, vraiment, il aimait, il cultivait beaucoup les arbres.
Je veux terminer avec une petite question personnelle à laquelle vous répondrez plus ou moins rapidement pour qu'on termine. Mais je voulais vous demander du coup quels étaient vos lieux préférés ou vos paysages préférés en Terre du Milieu. Moi, j'en ai 3. Bon, en compter parce que bon, voilà, ce paysage bucolique, tu as envie de voyager, voir ces jardins, ces fleurs, euh, ces gens qui n'ont pas de gros problèmes quand on les lit dans Le Seigneur des Anneaux. Euh, la Laurienne parce que ces arbres millénaires magnifiques, protégés du temps par l'anneau et tu as envie d'y vivre dans toutes les saisons du monde. Et puis le Rohan, pour ces longues plaines chevauchées à cheval. Je suis pas original, mais Moi, c'est la Laurienne, effectivement. Hein, voilà, si on vous donne le choix, allez en Laurienne. Alors moi, le lieu que je trouve assez extraordinaire, c'est en Mordor, en fait, quand les hobbits... Simon, il va en Mordor, lui. Oui, j'ai mal compris la question, peut-être, mais non, mais un lieu que je trouve vraiment extrêmement, comment dire, voilà, frappant, extraordinaire, c'est la série d'escaliers qui mène en fait à Kirith Ungol. C'est vraiment, je trouve que c'est assez prenant comme. Il y a vraiment, je sais pas, voilà, on est avec eux, on sent le vent, etc. Voilà, donc je partirai pas en vacances avec toi. Et moi, ce que j'apprécie le plus dans la Terre du Milieu comme paysage, ce sont les montagnes, puisque déjà j'aime bien randonner en montagne et j'aime les paysages montagnards. Le comté également, hein, les paysages bucoliques avec des jolies collines et des petits bois et des prairies, évidemment aussi, mais aussi donc la montagne parce que il y a plein de mystères qui sont cachés à l'intérieur et notamment dans le Hobbit, mais aussi dans le Seigneur des Anneaux. Il y a une grande place qui est donnée aux grottes, aux cavernes, aux mines et à ce qui s'y cache, y compris très profondément sous la terre. Et tout cela, ça développe l'imagination. Et je trouve que ça peut créer plein de jeux, hein, plein de nouveaux jeux, plein d'idées dans les jeux. On peut imaginer plein de créatures, plein d'aventures, plein de faits héroïques dans ces montagnes. Et voilà, donc il y a aussi des phénomènes atmosphériques extraordinaires qu'on peut avoir en montagne, des orages, des tempêtes, des tempêtes de neige, etc. Et il y a de la magie aussi. Voilà. Merci. Merci à vous du coup pour vos réponses. On a un peu de temps pour vos questions. Il y en a plein. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je me demandais, par contrepoint, alors en ayant lu Ursula Le Guin, par exemple, Thé à nu, je me suis beaucoup ennuyé. Thé à nu, l'histoire d'une fille qui est au-dessus d'un labyrinthe et qui bouge pas. Donc c'est une histoire qui bouge pas, par contrepoint. Est-ce qu'on peut imaginer de la fantaisie distrayante, agréable à lire, où on bouge pas, où le voyage n'est pas présent? Parce que finalement, et j'aimerais bien avoir des contre-exemples, enfin des exemples de fantaisie qui peuvent se jouer sans ça. Moi, j'adore Terre-Mer, donc voilà. Oui, mais Thé à nu. T'es à nu aussi. Oui, justement, c'est le pari de Le Guin qui dit voilà, je veux pas faire une fiction flèche, je veux faire une fiction panier. Et oui, des histoires où il se passe pas grand chose et qui sont et qui sont désormais néanmoins très belles. Je sais pas, je pense à Pierre de Vie de Joe Walton. Mais peut-être ça vous ennuierait aussi. C'est vraiment une histoire c'est une histoire féminine. Ça se passe avant un siège, pendant un siège, et c'est essentiellement la régisseuse en fait. Voilà, c'est une histoire non héroïque volontairement. Mais après, c'est des questions de goût. Oui, je voudrais revenir sur les cartographies dont on a parlé beaucoup et ça rejoint la table ronde qu'on a eue hier matin sur les Mad Maps où on a beaucoup parlé aussi de la cartographie et ce qui a été dit à ce moment-là et ce qui est apparent aussi parce que les cartes ont été montrées, c'est que ce sont des cartes mais ce sont pas des cartes. En fait, c'est des cartes très très particulières.
Le but principal, et ça c'est mon idée, hein, c'est que le but principal de Tolkien en faisant cette carte, et ça a marqué autant la fantaisie derrière, c'est que c'est un moyen direct et réel et absolument indispensable d'appropriation du territoire et du territoire dans lequel les gens vont évoluer, donc d'appropriation pour l'auteur, pour le lecteur, qui lui permet effectivement, et ça se voit sur les cartes, vous l'avez dit, sur la sémiologie de la carte, nous avons des détails que l'on ne voit jamais sur une carte naturelle, enfin naturelle, les cartes sont pas naturelles, mais sur les cartes habituelles, les cartes IGN, enfin les cartographes ne fonctionnent absolument pas comme ça. Et l'effet, ce qui a été dit hier et pointé très clairement aussi, c'est que l'effet pseudo antique de cette carte-là est totalement factice, parce que les cartes anciennes ne sont pas non plus comme ça. Elles ne sont pas représentées comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier. On a les arbres, et d'ailleurs, on peut faire des univers étendus avec des cartes étendues dans lesquelles on va mettre encore plus de détails, mais à quoi servent ces détails? Ils servent à s'approprier le paysage, ils servent à réellement pouvoir vivre dedans. Et c'est donc, à mon sens, réellement une partie intégrante du roman. C'est sans ça, et d'ailleurs c'est pour ça que quand il y en a pas, on est perdu. Parce que s'il y en a pas, bah, c'est plus compliqué de s'approprier le territoire dans lequel on va pouvoir évoluer, sauf effectivement quand Jaworski va pouvoir nous détailler. En fait, c'est une espèce on pourrait presque dire un palliatif. Alors ça, par contre, c'est un peu provocateur. Ça n'était pas une question, mais d'accord. Bonjour. Merci pour la conférence. Et je voulais peut-être parler un peu de Dunsany avec vous, puisque je crois que Tolkien aime beaucoup La Fille du Roi des Elfes. Et dans La Fille du Roi des Elfes, il essaie de rassurer les lecteurs de l'époque, donc 1924, en disant vous inquiétez pas, c'est de la fantaisie malgré le titre évoque de la fantaisie, mais ça se passe dans la campagne anglaise. Donc le personnage qui est un prince, donc voyage plusieurs fois vers le pays des elfes, qui est en plus un pays mouvant. Et voilà, je voulais essayer de comprendre un petit peu le passage d'une fantaisie qui ne s'assume pas, mais qui fait le choix comme ça du passage d'un monde à l'autre, vers une fantaisie où le voyage est vraiment intra ce monde parallèle comme chez Tolkien. Oui, c'est bon, l'idée du passage dans un monde secondaire vraiment complètement autonome. Alors Tolkien est un des premiers à le faire, mais en même temps que d'autres quasiment. Enfin, et pendant il y a eu toute une phase intermédiaire où on passait dans un monde secondaire, mais par le biais d'une espèce de scène de prologue. Entre Dunsany et Tolkien, il va y avoir, aide-moi, The World of Ouroboros, Edison. Par exemple, voilà la trilogie de E.R. Edison, où on part d'un monde réel et puis le gars s'endort, il a une espèce de transe et ça l'emmène dans l'autre monde. Pareil, un peu plus tôt, au début du XXe siècle, pour les ouvrages de Burroughs, qui est aussi le créateur de Tarzan, consacrés à la planète Mars, et qui s'appelle Barsoom, hein, et donc il y a aussi un personnage qui est il est poursuivi par des Indiens dans un paysage de western, parce qu'il y a vraiment un lien direct entre le western et la fantasy, la première fantasy. Et il arrive dans une caverne, pareil, il s'endort et puis il a une espèce d'expérience spirituelle et pof, il se retrouve sur Barsoom. Et apparemment, les lecteurs de l'époque trouvaient ça plus crédible, plus vraisemblable. C'était comme une espèce de manière de les emmener c'était considéré comme une manière de les emmener dans l'autre monde. Moi aujourd'hui, ça me semble plutôt plus bizarre qu'autre chose. Ah bon, bah il s'endort et le voilà ailleurs. Mais en fait, il y a des étapes dans la manière dont les auteurs de fantasy se sont permis de nous amener ailleurs, et sans doute dont les lecteurs pouvaient accepter cette transition-là. Compléter rapidement, Tolkien lui-même l'a fait. Il a testé plusieurs modes d'écriture. Il a aussi écrit des textes où les personnages rêvent et se retrouvent pas en Numénor en l'occurrence,
ou ses tout premiers textes dans les années 1918-1920, dans les Contes perdus, où il y a cette idée de voyage à bateau, et on part de l'Angleterre en fait, médiévale, pour arriver finalement sur une île avec des elfes. Donc Tolkien lui-même en fait a expérimenté avec plein de versions avant d'arriver à celle qu'on connaît en fait. Oui, alors j'avais une remarque sur la comté et une question sur l'extrême est du monde de Tolkien par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le retour. Non seulement ils reviennent, mais en plus ils libèrent la comté qui entre-temps a été dominée par le sbire Par de Saruman, Saruman, par Saruman, ouais. langue de serpent, je crois. Alors Et non, donc, c'est Saruman, Saruman, ouais, c'est Saruman et l'Ambre de Serpent. d'accord. Donc, Enfin, c'est Charcou. à l'époque, quand j'avais lu ça à 17 ans, j'avais trouvé cette partie du bouquin, je comprenais pas, il nous faisait un anticlimax. Enfin, après le côté grandiose de la destruction de l'anneau, ça m'avait paru complètement bombe. Et puis, en le relisant plus tard, j'ai effectivement compris le côté initiatique des choses. Donc, c'est vachement intéressant parce qu'il y a deux niveaux de lecture. Et puis, je crois que Tolkien, il faut le relire à différentes étapes de sa vie, on le comprend différemment. Alors, la question que je voulais poser, tout précisément, c'est par rapport à l'Est. Si je me souviens bien, donc Tolkien mentionne les deux autres Istari. Oui, les deux Ils sont Istari. partis à l'Est. Les mages bleus, oui. Ouais, c'est Alors, Alatar on et parle- Palando, je crois. Hein Alatar et Palando, je crois, mais de mémoire. Alatar et D'accord. Palando, les mages. Moi, j'ai surtout retenu Radagast qui parlait aux oiseaux, ça m'a plu. Alors, les deux autres, est-ce qu'il existe des travaux, mais je parle sous forme d'ébauche, comme il faisait en marge d'une copie, sur lequel il aurait évoqué les voyages de ces deux Istari-là. On sait juste qu'ils ont disparu à l'Est. Ils ont probablement succombé au mal, mais on n'en sait pas plus. C'est sûr que Oui. Ils ont succombé au mal. Donc on pense qu'ils ont été récupérés par Sauron, mais on n'en sait vraiment pas plus. En tout cas, pas en français. Après, en anglais, j'ai un doute. Et alors, ultime question par Oui. rapport à ça, dans le JRTM, moi, j'ai la version je l'avais acheté en 1990, il y a une carte qui montre l'ensemble des terres du milieu, y compris, ça va jusqu'à l'équivalent du Japon, pour reprendre. Alors, ça, c'est une carte apocryphe. Totalement c'est farfelu, ouais. complètement. totalement En fait, la seule carte qui est intéressante, c'est celle de la Terre du Milieu, telle qu'on la connaît. Les autres, c'était vraiment pour créer un terrain de jeu supplémentaire, mais qui n'existe pas du tout. On prendra votre question parce que il est 11h. Je peux. Du coup, je finis sur ça, sur le jeu de rôle. Je suis chercheur sur le jeu de rôle, et du coup, en fait, ce qui m'intéresserait, ce serait de savoir justement sur ces cartes qui ont été produites dans le jeu de rôle, qui est justement, comme vous disiez, une appropriation de la Terre du Milieu a posteriori. Est-ce qu'il y a un effet de retour, c'est-à-dire est-ce que le jeu de rôle a pu nourrir quand même, en fait, finalement, la vision de la Terre du Milieu après l'œuvre de Tolkien, quoi. En fait, est-ce que finalement il y a une poursuite qui devient peut-être pas institutionnelle, mais en fait qui prend une importance grâce au jeu de rôle et à la cartographie rôlistique? Alors, le jeu de rôle, comme c'est souvent des endroits qui ne sont pas explicités vraiment par Tolkien, on a un terrain de jeu qui a été créé. On a, par exemple, je l'ai cité tout à l'heure, mais Tarbad, où les suppléments de JRTM ont été créés pour ça. Pareil pour Ostinedil, qui est la cité elfe des Régions. Là, ils ont produit des plans spécialement pour le jeu de rôle, alors que Tolkien n'a pas spécialement créé des plans pour ça. Donc après, c'est, comme je disais tout à l'heure, du proto-Tolkien, c'est-à-dire on s'inspire, on fait ce qu'on veut nous, parce que ça nous aide, mais ça se nourrit pas. C'est juste vraiment le terrain de jeu en mode on a un blanc et on fait ce qu'on veut. Et il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de cercle vertueux. C'est-à-dire que voilà, c'est un terrain de jeu blanc, ce qui est pratique. Ouais, je dirais que en fait, un retour possible, c'est aussi de la confusion. Enfin, on le voit bien à la question qui a été posée, c'est qu'en fait, comme il y a un retour de ces cartes finalement dans le grand public, les gens savent plus tellement quel est le vrai visage de la Terre du Milieu. Donc ça, c'est une conséquence concrète. Ah oui, en plus, oui, oui, tout à fait. J'ai vu qu'ils mettaient par exemple des montagnes à l'est qui sont pas forcément, voilà. Bref. Donc n'hésitez pas à passer sur notre stand ensuite si vous voulez continuer ou nous poser d'autres questions ou voilà, poursuivre la discussion. Donc nous sommes donc dans l'attente des éditeurs. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci.